Bonsoir. L'ordinateur est en train de révolutionner le monde autant que l'électricité a pu le faire au siècle dernier ou la télévision il y a 50 ans. Comme elle, en effet, l'ordinateur nous rend la vie plus facile. Mais en même temps, il change sérieusement les rapports humains et il bouleverse le monde du travail. Ça ne fait que commencer d'ailleurs. Demain, le monde virtuel. Après-demain, l'intelligence artificielle. Voilà donc l'espace cybernétique dans lequel nous vivons déjà. Cybernétique, du grec kubernan, gouverner. La cybernétique, c'est la science qui organise les rapports entre l'homme et la machine. Mais qui va gouverner? Et comment? Nous sommes déjà tous branchés, d'une manière ou d'une autre, presque à notre insu. Au début, c'était une simple machine pour calculer plus vite. Mais aujourd'hui, l'ordinateur est devenu un outil d'information, de communication, de transformation planétaire. L'ordinateur permet maintenant de défoncer les frontières. On devient cybernaute, le voyage dans le monde de demain commence. Ça, c'est mieux? Oui, et voilà. Donc, vous voyez le quadrillé tout autour de vous. Oui. Si vous voulez pencher votre tronc légèrement vers l'avant, vous allez voir que ça vous fait avancer dans le quadrillé. Votre respiration, elle, permet de calculer votre élévation. Le monde est désormais enveloppé dans un filet d'autoroutes et de réseaux électroniques auxquels on ne peut plus échapper. Câbles, satellites, le bit a remplacé l'atome, l'information circule de plus en plus et de plus en plus vite. Pour certains, un nouveau monde meilleur s'annonce. Pour d'autres, l'industrie essaye tout simplement de nous imposer la dernière technologie à la mode. Tout cet emballement pour l'inforoute peut sembler excessif, mais au contraire, on n'exagère pas. Les gens sous-estiment la vitesse à laquelle tout cela va se passer. Quelle est la véritable raison de cette manie? Pourquoi les gens ont cette compulsion à se brancher? On nous répète qu'on doit tous avoir notre ordinateur, qu'on doit introduire des modems et des réseaux dans les écoles. Nous sommes aujourd'hui déjà entrés dans l'ère du cybermonde, où il y a déjà des cyberbrowsers qui nous dirigent, sans même que nous le sachions, qui dirigent les monnaies, qui dirigent notre structure économique et politique. Et il y a déjà des cyberdrogués. Devant de tels défis, nous sommes tous confus. Nos gouvernements n'ont pas de réponse à nos questions. Ils se tournent vers les intellectuels et les gourous et leur demandent « Dites-nous ce qui se passe ». En effet, que se passe-t-il? Sommes-nous prêts pour le 21e siècle? On ne sait pas trop, mais une chose est certaine, notre monde, notre vie, nos gestes quotidiens sont en train de changer. Nous-mêmes, peut-être, nous ne serons bientôt plus tout à fait les mêmes. L'espace cybernétique va changer nos rapports avec quelque chose de très important, l'argent. Car nous entrons dans l'ère de l'argent, E pour électronique. Ici, à Swindon, une petite ville d'Angleterre, on vit depuis plusieurs mois déjà sans billets et sans monnaie. Mondex is cash with a bit more. Mondex means that you can get cash in your home very conveniently. 24 hours a day. Toutes les transactions, même les plus petites, se font électroniquement. L'expérience est si positive que le monde entier pourrait bien l'adopter. Chèque ou dépôt direct, carte de crédit et de débit, guichet automatique, carte à puce, tout ça, ce n'était qu'un début.
La monnaie électronique, voire l'argent virtuel, va remplacer les vrais dollars parce qu'on fera de plus en plus de transactions et d'achats à partir de chez soi avec son ordinateur. Donc vous pouvez faire vos achats depuis chez vous avec votre ordinateur. Déjà avec Internet, on peut se promener nuit et jour dans les centres d'achat électroniques. Je voudrais aller au site de FTD. Là, vous vous offrez des roses. Alors là, je m'offre des roses. Voyez-vous, je peux en avoir une douzaine, 3 douzaines, etc. Là, je suis allée sur FTD. J'aurais pu aller pour aller m'acheter un cheval, un bateau, une auto. CyberCash is the secure internet payment service. Des compagnies comme CyberCash, une société californienne, servent d'intermédiaire entre acheteurs, vendeurs et banques. Toutes les informations financières qui circulent par CyberCash sont cryptées, donc théoriquement à l'abri des pirates de l'informatique. CyberCash est une des premières compagnies à offrir à ses clients un porte-monnaie électronique. Et on affirme que dans 5 ans, tout le monde en aura un. On remplace tout ce qu'il y a dans votre porte-monnaie, les cartes de crédit, la monnaie, les billets, votre carnet de chèques, enfin tout, et on en crée des équivalents électroniques. Comme ça, avec Internet, vous pourrez faire vos achats et choisir comment payer vos transactions, comme dans la vraie vie, et d'une façon très sécuritaire. Des porte-monnaies électroniques de poche sont déjà sur le marché. Celui-ci, fabriqué par la compagnie Mondex, permet de faire des transactions bancaires à distance, de payer un achat, de rembourser une dette et même de transférer de l'argent d'une personne à une autre sans qu'un seul billet de banque ne circule. Ces nouvelles façons de faire des affaires soulèvent des questions importantes sur la protection des consommateurs, sur la confidentialité des transactions, sur les fraudes possibles. À l'ère du cyberespace, le consommateur devra être encore plus sur ses gardes. Pour utiliser ce qu'on pourrait appeler de la monnaie électronique, c'est-à-dire tous ces procédés par lesquels on échange des valeurs dans les environnements électroniques, on peut peut-être réduire ça à cette définition. Il va falloir que les usagers s'assurent qu'ils font affaire avec des interlocuteurs fiables et crédibles et qui font affaire dans des environnements électroniques raisonnablement sécurisés. Et par conséquent, il y a assez peu de substituts à cette prudence élémentaire qui devra être finalement le fait de tous les usagers. Aujourd'hui, l'argent, c'est l'affaire des banques centrales et des grandes banques. Cela aussi risque de changer. On aura toujours besoin des services bancaires, mais on n'aura peut-être plus besoin des banques elles-mêmes. Alors les banquiers sont inquiets. À Paris, la compagnie bancaire, une filiale du groupe Paribas, a mis sur pied une équipe qui étudie à la loupe tout ce qui touche l'argent électronique partout dans le monde. On ne veut pas rater le bateau. On sent que le mouvement est parti. On sent que les foyers, parce que les enfants, parce que ceci, c'est pas forcément pour les gens âgés. Hein, c'est pour la génération Nintendo qui arrive à l'âge adulte. Et donc toute notre réflexion a été de dire, si on commence à réfléchir au problème quand tout le monde est équipé, il y aura déjà longtemps que M. Bill Gates aura fait tout ce qu'il faut. Bill Gates, l'homme le plus riche des États-Unis, est le président de Microsoft, le numéro 1 du logiciel. Cet homme fait peur aux banquiers depuis qu'il a essayé de contrôler, de monopoliser le marché des transactions monétaires par ordinateur. Est-ce que c'est tout le monde contre Bill Gates? Moi, j'aime bien Bill Gates. La première fois que je l'ai vu, que j'ai discuté avec lui, il m'a dit que j'étais trop vieux pour comprendre le monde. Donc, j'utilise toujours un Macintosh. Bill Gates, effectivement, fait probablement peur à beaucoup de gens, y compris aux banquiers ici en France, avec l'affaire d'Intuit qu'il a racheté. On devine bien un jour ou l'autre qu'il va créer une banque. We're spending over $150 million a year now on this information highway. It's
Bill Gates, je crois, a dit une fois que pour lui, les banquiers, y compris les banquiers américains, étaient des dinosaures. Ça fait vrai plaisir quand on travaille dans une banque. Donc ce que dit Bill Gates, écoutez, on essaye de faire des choses. Quoi. Non, mais concrètement, la banque de demain aura l'air de quoi? On ne sait pas. Aucune idée. On est dans une période charnière. Vous êtes dans une période charnière qui touche tout le monde, qui ne touche pas seulement la banque, ça touche le commerce, ça touche le gouvernement, les démocraties et les nouvelles technologies. Pour les banques, comme pour les gouvernements, le problème aujourd'hui, c'est que la technologie avance très vite et change la façon même de faire des affaires. Par exemple, avec Internet, on peut déjà acheter des disques à l'étranger ou recevoir des morceaux choisis de musique et les enregistrer directement sur son ordinateur. Et c'est aussi vrai avec les films. My name is Victoria Winters. Comment contrôler les taxes de vente, de douane, les droits d'auteur? Voilà qui est très inquiétant pour les ministres des Finances de tous les pays. Et s'il y a un aspect de l'espace cybernétique qui inquiète les politiciens à Washington comme ailleurs, c'est bien l'évasion fiscale. Car Internet efface les frontières aussi pour les transactions financières. Et sans taxes, sans impôts, il n'y a plus d'État. Au département du Trésor américain, on a créé un service spécial pour repérer les transactions illégales sur les inforoutes. Il est difficile de savoir ce qui va arriver. Nous étudions à fond toute la situation. On veut se tenir au courant de toute la nouvelle technologie, afin d'en tirer le maximum, mais aussi pour limiter les fraudes et autres malversations. Donc, vous êtes inquiet? Tout à fait. En un seul mois, l'équipe de Ted Senator a déjà, grâce aux ordinateurs, récupéré 1 milliard de dollars d'impôts et de taxes sur des transactions illégales. Mais les fraudeurs aussi ont des ordinateurs. Il faut donc s'attendre ces prochaines années à une fantastique bataille entre les ordinateurs des gouvernements et ceux de la pègre, entre les bons ordinateurs et les méchants. Un autre danger se dessine pour les gouvernements, celui d'énormes spéculations financières basées sur des jetons électroniques ou, à la limite, sur des monnaies virtuelles créées artificiellement et qui se promènent d'un ordinateur à l'autre et d'un pays à l'autre sans qu'il n'y ait quelque part une véritable contrepartie de vrais dollars, de francs ou de Deutschmark. Aujourd'hui, on évalue à plus de 3 000 milliards de dollars chaque jour les mouvements financiers sur les réseaux mondiaux. Et sur cette somme énorme, il y a 99%, c'est de la pure spéculation. Seulement 1% de cette somme est consacré à des échanges économiques réels. Tout le reste, c'est de la spéculation et une spéculation complètement virtuelle. On peut aujourd'hui faire des instruments spéculatifs qui sont de pures abstractions mathématiques, de purs logiciels qui fonctionnent quasiment en autonome. Donc on voit qu'on est rentré dans une spirale complètement infernale où le virtuel est devenu beaucoup plus réel que le réel et que le réel est en train de s'effondrer sous le poids paradoxal du virtuel. La spéculation et la perte de contrôle des transactions auraient pour effet de rendre beaucoup plus difficile pour un État de contrôler sa masse monétaire, ses taux d'intérêt, de soutenir sa monnaie, bref, de maîtriser les outils financiers nécessaires pour gérer une économie. La cyberéconomie sera sans doute contrôlée par les maîtres du logiciel. Je pense que Bill Gates, par exemple, est bien placé pour être le futur cyber-browser. Donc Bill Gates pourrait remplacer en quelque sorte les Nations Unies et faire la loi sur cette planète. Lui ou alors quelques oligopoles extrêmement puissants qui permettront de converger dans la même main le contrôle des logiciels, le contrôle des banques et des réseaux. Et ça, c'est le trio gagnant, hein. Les banques, les logiciels de navigation sur des réseaux comme Internet et les réseaux eux-mêmes sont les trois armes pour créer véritablement le futur monopole de l'économie virtuelle. Si notre objectif est de remettre l'économie sur pied, la difficulté des États de contrôler l'économie virtuelle crée déjà de grandes inquiétudes. Car ce ne sont pas seulement nos habitudes d'achat ou la façon de faire des transactions qui changent, mais toute la base économique de la société.
C'est aussi le monde du travail qui est en train d'être bouleversé par le cyberespace. Et comme dans toutes les révolutions, il y aura des gagnants et des perdants. À l'ère du cyberespace, nous sommes confrontés à une réalité nouvelle. Nos échanges commerciaux se font désormais en dehors des frontières géopolitiques. Dans le cyberespace, il n'y a rien de concret. Il n'y a pas d'ailleurs. L'adresse virtuelle est aussi importante que l'adresse géographique. L'activité commerciale ne pourra plus être identifiée à des régions ou à des États. Tout ça va changer le rôle et la mission de l'État. Après tout, quel est le rôle d'un gouvernement national quand tout le commerce et l'économie ne se déroulent plus sur son territoire? C'est un mirage. Est-ce qu'il reconnaît qu'il devra, comme Premier ministre, s'asseoir à une table? La chicane éternelle de la Constitution. Imaginez un pays sans parlement, sans députés, sans prise de bec en chambre. Imaginez un pays avec un parlement virtuel où les élus restent chez eux, leurs clones siégeant à leur place. Nous vous invitons à explorer le site du gouvernement du Québec et vous souhaite une excellente visite. Et puis après tout, pourquoi avoir des représentants élus? Les citoyens peuvent très bien eux-mêmes voter les lois de chez eux en pressant sur un bouton. Dans l'espace cybernétique, tout ça, c'est possible. La cyberdémocratie se dessine déjà aux États-Unis et commence à bouleverser la politique telle qu'on la connaît. Le Parti républicain a été le premier en Occident à s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Radio, télévision, Internet, tout est déjà en place. Vernon Ehlers, représentant républicain du Michigan, a la responsabilité de convaincre tout le Congrès à prendre le virage informatique. Mais de son propre aveu, il y a seulement 2 ou 3 élus américains qui siègent à Washington qui comprennent vraiment les enjeux. À mon avis, la démocratie repose sur 3 éléments. Tout d'abord, des citoyens éduqués. Ensuite, une information qui circule librement, ce qui a été le rôle des médias jusqu'à présent, un rôle que l'électronique vient renforcer. Enfin, la démocratie, ce sont des gens qui élisent de bons représentants. Voilà les 3 clés de voûte d'une véritable démocratie et les défis à relever. Et les ordinateurs de la cybersociété vont aider à réaliser ces 3 points? Ils vont en tout cas aider les citoyens à être mieux informés, ce qui est primordial. Derrière ce souci d'informer le citoyen, un objectif avoué des politiciens, contourner les journaux et la télévision. Pour cela, il faut parler directement aux gens chez eux, sans intermédiaire. It really gives us a chance to talk about the issues without, hearing our words through somebody else's mouth. De Washington, les républicains sont en mesure de fournir à tous les élus et aux futurs candidats tout ce qui est nécessaire pour se lancer sur Internet, à commencer par une initiation en informatique, jusqu'à des pages web personnalisées, toutes faites, et dont les contenus sont mis à jour automatiquement. Tout ça est nouveau. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Moi, je crois que la cyberdémocratie va changer la politique, mais je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire comment ou jusqu'à quel point. C'est comme quand la télévision est arrivée. Personne ne pouvait imaginer jusqu'à quel point cela allait changer nos vies, la politique et nos façons de nous divertir. L'idée d'un parlement virtuel n'est déjà plus de la politique fiction. Randall Davis dirige un projet qui étudie le mariage électronique et démocratie.
Je dirais qu'une bonne chose serait que les politiciens n'aient plus à venir à Washington, qu'ils puissent rester chez eux avec leurs électeurs et que le Sénat et la Chambre des représentants soient seulement virtuels. Et si les élus restaient dans leur milieu, comme des citoyens ordinaires, cela serait sans doute un énorme apport des ordinateurs à la démocratie. Donc les ordinateurs vont améliorer la vie démocratique? Non, c'est vous et moi qui allons décider si les ordinateurs vont améliorer ou non la démocratie. Cela dépend de nous, pas des machines. Nos recherches veulent améliorer le panorama politique, mais ce sont les gens qui vont avoir le dernier mot. Donner une voix à peu de frais grâce à Internet à des groupes comme les écologistes ou les défenseurs des droits de la personne, c'est bien sûr très bon pour la démocratie. Mais cela ouvre aussi la porte à tous les abus, à des groupes aux idées moins nobles. Est-ce que tout peut être dit, tout peut être montré, tout peut être fait? This legislation attempts to make the information superhighway a little bit safer for families and children to travel. Le gouvernement américain a déposé un projet de loi pour interdire la cyberpornographie. Mais comment faire pour concrètement appliquer une telle loi? Il y a des personnes... Dans ce collège de Winnipeg, on a pris les grands moyens et on a bloqué certaines sources d'informations pornographiques. Mais avec Internet, la porno se moque des frontières. C'est parce que c'est illégal au Canada maintenant, la pornographie puis la propagande, mais dans d'autres pays, ça ne l'est pas encore. Puis si tu trouves l'adresse dans un autre pays, ce ne sera pas illégal si tu vas regarder dans un autre pays. Mais on va voir si on peut le trouver avec un terme comme érotique. Et puis, tout est si facile à trouver. Et ça, c'est donc accessible à tout le monde, n'importe quand. Absolument. Voyez-vous, j'y suis entrée. C'était marqué adulte de 21 ans, mais si j'avais un petit garçon ou une petite fille de 14 ans, il n'y a rien qui l'empêche actuellement d'avoir cliqué et d'avoir fait exactement la même chose que je viens de faire. Mais il n'y a pas que la pornographie. Messages de milices paramilitaires, manifestes de groupes racistes, instructions pour fabriquer une bombe ou même une fusée, tout circule librement et surtout anonymement lorsque les noms des auteurs sont cryptés. Pour contrôler ces abus, le gouvernement américain a voulu voter la loi Clipper qui donnait le droit au FBI d'exercer un contrôle sur tous les messages cryptés. Mais en ce faisant, Washington mettait en danger le principe sacro-saint du respect de la vie privée. Alors des groupes qui militent pour la protection de la vie privée se sont levés et ils ont bloqué la loi Clipper. Selon vous, Big Brother arrive avec la cyberdémocratie? Big Brother, Big Business. Big Brother, mais aussi les gros capitalistes ainsi que leurs familles. Ils vont tous faire partie de la cybersociété. C'est impossible à éviter? Non, la vie privée des gens sera un grand défi de la société de l'information. Les citoyens ont toujours voulu protéger leur vie privée, et cela sera toujours le cas avec ce qui arrive. La question est de savoir comment protéger cette vie privée. Par des gadgets techniques, en votant des lois ou par un code d'éthique. On se doit d'étudier toutes ces options. Une des rares femmes cybernautes de Washington, Green Browning, prépare un livre sur la politique à l'heure de l'électronique. Elle ne voit pas la cyberdémocratie comme un monde parfait. On constate déjà que ceux qui utilisent le plus les réseaux électroniques appartiennent aux classes économiques supérieures. Ce sont surtout des hommes de race blanche, très scolarisés, avec des revenus bien au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas le portrait du citoyen moyen. On peut donc être inquiet parce que ces gens-là, qui ont les moyens et les connaissances, auront accès aux nouvelles technologies et à l'information, et ce sont eux qui vont surtout influencer le discours politique. Il y a là un risque sérieux. Dans son livre « L'intelligence collective », Pierre Lévy analyse les impacts que les nouveaux réseaux interactifs pourraient avoir sur le processus démocratique.
Et je crois que l'erreur consisterait à poser la question de la manière suivante, faut-il être pour ou contre la démocratie électronique? Je crois que des formes de démocratie électronique commencent déjà à se passer d'une certaine façon, et que le vrai débat, c'est quelle forme voulons-nous donner à cette démocratie électronique? Alors, moi, j'opposerais grossièrement deux projets. Celui qui consisterait à faire voter les gens de manière immédiate, comme une sorte de référendum. On leur pose une question et puis tout de suite, sous le coup d'une émission de télévision ou d'un événement à chaud, il décide telle loi ou il dit je suis pour telle décision ou pour telle autre. Ça, pour moi, c'est le contraire de la vraie démocratie électronique, et ce serait même des formes de recul par rapport à l'organisation représentative actuelle qui donne au moins le temps de la réflexion et qui permet à des projets à long terme de s'élaborer. En revanche, je crois qu'on peut utiliser les réseaux de communication électronique pour permettre à des gens d'élaborer ensemble les questions et les problèmes qui les concernent. Donc c'est ce phénomène d'émergence, justement avec une vraie élaboration collective, qui, moi, me semble être l'avancée du côté de la démocratie. Notre ancêtre très lointain, l'Homo erectus, est né dans la vallée du Rift au Kenya. Aujourd'hui, dans une autre vallée, la Silicon Valley en Californie, on assiste à la naissance d'un nouvel homme, d'un mutant, l'Homo cyberneticus, l'homme numérisé. Derrière ces façades de la Silicon Valley travaillent souvent dans le plus grand secret les informaticiens, les entrepreneurs, les visionnaires qui sont en train de façonner la société de l'avenir. On vient de partout pour mettre au monde cet Homo cyberneticus. Pierre Saint-Hilaire veut amener dans votre salon des images exactement comme le paysage qu'il voit depuis chez lui. Pas sur un écran, non, mais des images qui vont vous entourer, qui vont littéralement vous envelopper. L'écran traditionnel va donc disparaître pour faire place à un monde créé artificiellement grâce à l'ordinateur, un monde où nous pourrons entrer et évoluer à notre guise pour expérimenter, pour travailler, pour nous distraire ou pour nous évader de la vraie réalité. Une des applications principales de la technologie sur laquelle je travaille est effectivement la réalité virtuelle. Donc recréer un environnement autour de nous qui soit le plus vrai possible de la réalité sans être la réalité. Oui, c'est une manière de le décrire. C'est vraiment l'idée de recréer, d'avoir un affichage dont la qualité est tellement élevée que chaque petit détail, y compris l'aspect tridimensionnel, va être reproduit. L'idée, c'est de créer des affichages qui vont être immersifs, mais qui ne vont pas encombrer du tout l'usager, dans lequel il n'y aura aucun appareil à porter sur la tête, qui vont laisser l'usager complètement libre. Ça veut dire que dans mon salon, je peux très bien me transposer une soirée ici, à la baie de San Francisco. Oui, c'est effectivement une des applis, c'est là-dessus qu'on travaille. Visiter le Grand Canyon du Colorado, c'est cher et c'est chaud. Mais dans quelques années, vous pourrez vous y aventurer tout en restant chez vous, tellement l'environnement virtuel sera réaliste. Produit de la recherche militaire de pointe, la réalité virtuelle a déjà largement été utilisée pendant la guerre du Golfe. Avant chaque mission, les pilotes de chasse occidentaux se sont entraînés sur le terrain ennemi qui était fidèlement reproduit grâce aux ordinateurs. La prochaine guerre, dit-on dans les milieux spécialisés, se gagnera avec des ordinateurs et non plus avec des soldats. En fait, le virtuel est déjà partout. CAE à Montréal est une des compagnies les plus avancées dans l'utilisation du virtuel.
Ce casque projette des images sur 360 degrés, des images d'une netteté 40 fois supérieure à celle de votre écran de télévision. Piloter un Airbus ou un Boeing ou un navire dans le port de New York, aujourd'hui, les simulateurs en réalité virtuelle sont déjà incontournables pour la formation. Ceci est le deuxième appel pour la mission Gamma. L'industrie du divertissement joue, bien sûr, à fond la carte de la réalité virtuelle. De la vraie guerre à celle des étoiles, l'évasion virtuelle offre toutes les émotions et ce n'est qu'un début. Avec la réalité virtuelle, tout est donc virtuellement réalisable, même de transformer son salon en un terrain de football. 20 years from now, the way you're going to look at a football game. Dans 20 ans, pour regarder une partie de football, vous allez pousser vos meubles et la partie va se dérouler dans votre salon, avec des petits bonshommes qui vont se lancer le ballon. Ce sera une forme de représentation holographique. On pourra l'utiliser aussi en médecine et ailleurs, grâce aux capacités de ces nouvelles technologies et médias. Même les chirurgiens s'y sont mis. Ils s'entraînent à faire des opérations délicates dans une salle d'opération virtuelle et bien sûr sans vrais patients. On utilise aussi aujourd'hui la réalité virtuelle pour combattre la peur du vertige ou la crainte de voyager en avion. Now I can and enjoy. Dans certains environnements de réalité virtuelle, on peut même intervenir directement à l'aide d'un gant informatisé et interagir avec les objets et les manipuler. Une porte à déplacer, un robinet à vérifier, tout est possible. Les artistes se sont déjà emparés du virtuel. Pour eux, désormais, de nouveaux espaces sont accessibles. La Montréalaise Charlotte Davis a créé Osmose pour explorer de nouvelles frontières. Branché à un ordinateur, à l'aide de la respiration et de mouvements de la tête, on entre dans une forêt, monte au-dessus des nuages ou descend au fond des océans. Ce sont de nouvelles sensations, dimensions. Les choses et l'espace ne sont plus les mêmes. La qualité essentielle d'Osmose est de vous immerger totalement dans l'espace grâce au casque. En tant qu'humain, on a avant tout accès physiquement à l'espace terrestre, mais aussi à l'espace sous-marin. Et les astronautes peuvent évoluer dans l'espace extraterrestre. Donc, nous avons accès, somme toute, à bien peu d'espace. La Terre, la mer et le cosmos. Je pense que de pouvoir maintenant s'immerger dans un espace virtuel nous apporte quelque chose jusqu'à présent inaccessible aux humains. Et cela me fascine véritablement. Truly, truly fascinates me. Certains spécialistes voient cependant un risque avec ce cyberespace, celui que les gens se retrouvent de plus en plus seuls, avec pour unique compagnon la technologie. Each of us as network users, as computer users, Grand gourou de l'informatique, Clifford Stoll déchante aujourd'hui. Selon lui, l'ordinateur n'est pas l'objet miracle que promettait la Silicon Valley. On peut se demander, qu'allons-nous perdre en nous branchant? Peut-être que cette inforoute ressemble aux vraies autoroutes, que nous ne pourrons plus admirer le panorama, que nous allons perdre toute la mosaïque culturelle de ce continent, et que les rapports sociaux seront peu à peu altérés. Mais pour les cybernautes convaincus, le nouveau monde n'a rien de menaçant. C'est au contraire le moyen de tisser de nouveaux rapports sociaux. On dit les gens sont seuls. Bon, la solitude sur le net, est-ce que je suis seule lorsque j'entre en communication avec quelqu'un à l'autre bout de la planète? Lorsque, par exemple, j'entre en communication avec un Britannique sur un sujet sur lequel je travaille. Mais vous ne les voyez pas, ces gens-là. Il n'y a pas de poignée de main, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de tendresse. C'est une communication virtuelle.
Bon, il faudra-t-il parler de différents types de solitude? Personnellement, je ne me sens pas solitaire en allant sur le net. Au contraire, je me sens davantage solidaire de tout ce qui se passe à travers le monde. Si l'ordinateur devient un nouveau membre du corps, une extension de l'individu, un intermédiaire entre lui et le reste du monde, il peut y avoir danger d'évasion perpétuelle, de perte de contact avec la réalité. On peut tout faire en virtuel, mais qu'est-ce que les êtres humains font? Ils vont faire leur Internet à un café, ou est-ce qu'ils peuvent prendre leur café avec les copains, prendre le café en discutant, en furetant, en brassant sur l'Internet ensemble. Et je trouve, pour moi, c'est une belle image de comment, oui, on peut faire tout ça chez soi, mais qu'est-ce que les gens font? Ils décident de faire un café pour aller faire ça en groupe. Il y a un danger pour certaines personnes. Je crois que parmi une masse d'êtres humains, il y en a toujours quelques-uns qui sont plus solitaires. Et pour ces gens-là, si on les laisse tout seuls dans le monde de l'Internet, là, il y a effectivement un danger qu'ils se disconnectent du reste de la société, du réel, et vraiment, je dirais, embarquent à pieds joints dans ce monde-là, et ils trouvent vraiment une espèce, probablement une consolation pour certains des hang-ups qu'ils ont dans la vraie vie, mais je ne crois pas que ça soit généralisé. I'm going to make a trip deep into this woman's head. We can see she has a fully articulated face. But as we get close, we're going to take a trip into the brain. Je crois que c'est un peu comme une ivresse, finalement, la réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous entrez dans un jeu qui est un peu comme un théâtre, vous habituez à y être, et puis, évidemment, lorsque vous revenez dans la réalité, vous pouvez effectivement avoir un peu de misère à vous adapter. Si l'environnement était très stimulant, très satisfaisant, souvent, par exemple, on parle de la sensation de pouvoir, de contrôler l'ordinateur. Et cette sensation de pouvoir, lorsque vous vous retrouvez dans la réalité, souvent elle est disparue. Et les gens peuvent avoir de la difficulté, effectivement, à sortir de la réalité virtuelle par la suite. Ça se fait de retrieve pas pessoa ça. Pour beaucoup de gens, le monde de l'informatique est un environnement étrange, difficile, sinon franchement hostile. Le train est passé trop tard ou trop vite et il est difficile de s'adapter au changement. Mais les enfants Nintendo, eux, au moins, il faut bien les préparer au monde de demain. Mais comment? Quelle formation, quels outils pédagogiques, quels programmes leur donner ou leur enseigner? Philippe Piarnaud, un autre crack de l'informatique attiré dans la Silicon Valley. Sa spécialité, concevoir les logiciels pédagogiques de demain. Ça, c'est pour modeler l'homme ou la femme du futur. C'est pour préparer les enfants aux problèmes auxquels ils sont confrontés demain. Mais quels seront ces problèmes demain? On ne le sait pas. On ne sait pas quels sont les problèmes. Ce qu'on sait par contre, c'est que les situations changent très vite, les technologies évoluent très vite, le travail, le marché du travail change extrêmement rapidement. Et de former les enfants, d'entraîner les enfants à résoudre les problèmes, à avoir une pensée rationnelle, sera toujours utile. Il y a des gens qui disent tout ça, ça ne va rien donner parce que les enfants ne savent plus parler, ne savent plus écrire en anglais aux États-Unis. Un mirage serait de penser que de développer une nouvelle technologie ou un nouveau logiciel va résoudre tous les problèmes de l'éducation. Je pense que, comme n'importe quel outil, il faut savoir utiliser cet outil et je pense que c'est fondamental. C'est pourquoi lorsque mon fils utilise un logiciel sur notre Macintosh, je suis derrière lui et j'essaie de l'aider le plus possible. Donc je pense que c'est une erreur à ne pas commettre de penser que la technologie va résoudre tous les problèmes. Au contraire, elle peut poser de nouveaux problèmes et c'est la façon dont on la manipule qui va faire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je crois qu'on est dans une situation où on ne peut plus confier le soin de l'enseignement à des institutions qui ont été créées à une époque où le savoir était relativement stable et où on pouvait déterminer facilement les corpus, les disciplines, etc. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle des enseignants, c'est d'apprendre aux élèves, aux étudiants à naviguer. C'est de leur apprendre à échanger leur savoir et à constituer des groupes intelligents. C'est de
Vous voyez, on n'est plus dans ces métaphores de la relation à la connaissance où il fallait gravir les échelons du savoir ou suivre des cursus. Maintenant, on dit surfer sur le réseau Internet ou naviguer dans des hypermédias, des hypertextes, des hyperdocuments. Et ça, c'est une relation avec la connaissance entièrement nouvelle. On voit tout de suite ici qu'on a eu une connexion parce que ça a marqué « Connect ». En Occident, l'objectif des multinationales est avoué, brancher tout le monde. Et comme les ordinateurs vont se parler entre eux, se connecter en permanence, cela veut dire des milliards d'informations chaque seconde à la disposition de chaque citoyen. Ce véritable déluge d'informations, paradoxalement, commence à inquiéter même les fabricants d'ordinateurs ou les concepteurs de logiciels. Jean Gascon est au cœur de l'action. Ce Québécois est adjoint au directeur de la recherche fondamentale du géant mondial, Hewlett-Packard. Avec l'autoroute électronique, les gens ont accès à beaucoup trop d'informations, finalement. Donc, ce n'est pas un problème de technologie, ça devient un problème de filtrer cet accès-là pour que vous ayez accès à l'information qui vous intéresse. Donc, il y a une euphorie à court terme pour l'autoroute électronique. Tout ça, c'est excellent pour un constructeur d'ordinateurs. Mais je pense qu'il va y avoir une deuxième vague qui va remettre tout ça en question un peu, qui va dire oui, mais est-ce qu'on ne perd pas beaucoup trop de temps à faire tout ça? Si je vous demandais le portrait de la personne adaptée au temps qui viennent. Bien, c'est une personne qui a les yeux ouverts et qui remet en question l'information qui lui est offerte. Jadis, quand on regardait une photographie, il était certain que cette photographie-là était authentique. Aujourd'hui, avec l'infographie, avec toutes sortes de technologies, il faut questionner beaucoup la manipulation qui aurait pu être faite à cette image. Et je pense que le plus gros réflexe, le réflexe le plus important à acquérir pour survivre dans ce monde d'information-là, c'est un petit peu le réflexe du bon jugement, de dire on me dit telle chose. Est-ce que ça me semble raisonnable, ce que l'on me dit? Est-ce que c'est cohérent avec les autres choses que j'ai vues? Je pense que les gens vont apprendre à trianguler, c'est-à-dire à aller chercher plus qu'une source d'information et à s'assurer que ces informations sont cohérentes entre elles. Pour moi, l'information, c'est plutôt quelque chose qui est comme une pyramide où il y a une certaine structure et une certaine logique. À la base, il y a des données, il y a ce qu'en anglais, on dirait du data. Après ça, il y a de l'information où il y a déjà une certaine structure, on s'y retrouve un peu plus. Après ça, il y a la connaissance, et peut-être qu'on pourrait mettre un dernier étage encore bien plus rare, qui est la sagesse. Et tout ça, c'est l'information. C'est une structure pyramidale, données, information, qui progresse. Et quand les gens disent il y a des tonnes d'informations sur les réseaux, les ordinateurs, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a des tonnes de données. Et il y a un peu d'informations. Mais il n'y a pas beaucoup de connaissances et il y a encore moins de sagesse. Ça, je ne crois pas que ce soit encore du domaine de l'informatique. Que faire de ces milliards d'informations? Comment les comprendre, les utiliser? Aucun cerveau humain ne peut le faire. Il y a peut-être une solution, l'IA, l'intelligence artificielle. Le docteur Pham est à la fois neurologue et informaticien. Avec son équipe, il cherche à fondre, à marier les capacités des individus avec celles des ordinateurs. Je dirais que la première utilisation que je vois, c'est comment multiplier la puissance qu'a une personne. Ce qui limite l'être humain aujourd'hui, c'est le temps. On naît, on meurt. Eh bien, la dimension sur laquelle peut jouer l'ordinateur pour nous donner plus de liberté, c'est de nous donner plus de temps, parce qu'on pourrait faire des systèmes proches de nous pour faire un certain nombre de tâches où on serait tout à fait d'accord, on n'a pas besoin de passer du temps, et nous, on passerait essentiellement notre temps à réfléchir à de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses. Donc, je pense que ce sera ça, surtout comme une photocopieuse aujourd'hui. Vous mettez une feuille, vous photocopiez les documents. Peut-être qu'un jour, on aura une photocopie de certaines fonctions de l'être humain dans le business, et puis les systèmes pourront prendre rendez-vous entre eux, pourront négocier certaines affaires communes entre elles, sans que l'être humain ait besoin d'intervenir dans ce type de transactions. Donc là, c'est un système de clonage
On cherche à animer en temps réel un visage de synthèse. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est surtout utilisée pour la reconnaissance de la parole et pour la reconnaissance visuelle. Du nouveau agent pour faire la partie sauvegarde. Mais on parle maintenant de concepts nouveaux, d'agents intelligents, de programmes calqués sur le fonctionnement du cerveau humain, capable de trier des masses d'informations, de réfléchir, d'apprendre et de penser à notre place. Avec l'intelligence artificielle, c'est comme si on greffait tous les ordinateurs du monde à un cerveau humain. Cette nouvelle relation homme-machine, cette fusion plutôt, ouvre, sans doute, de toutes nouvelles perspectives. Donc en fait, la question c'est de se poser, est-ce qu'à un moment donné, on sera capable de voir la différence entre le comportement d'un ordinateur et d'un être humain? Donc ça, c'est la question classique de l'IA. Et à ce moment-là, quels sont les problèmes éthiques qui nous viendraient à l'esprit si vous étiez amoureux d'une androïde? Donc le problème n'est même pas à essayer de savoir si on sera plus intelligent. Il va y avoir une entité avec laquelle on va pouvoir interagir, mais cette entité va être différente, nouvelle. Est-ce que, quand vous parlez comme ça, vous faites de la science-fiction, ou est-ce qu'il y a un échéancier, vous dites que ça va arriver dans 10 ans, dans 15 ans? En fait, aujourd'hui, il y a des choses qui sont déjà réelles et qui il y a 10 ans, semblaient être de la science-fiction. Ce que je pense, c'est que plus on travaillera avec les ordinateurs, dans le cadre de l'intelligence artificielle, plus on comprendra la richesse de l'homme et plus on sera, en fait, je crois qu'on positionnera l'homme à sa juste valeur par rapport à toutes les dimensions qu'il peut générer, l'émotion, ainsi de suite. Et donc l'ordinateur, si vous voulez, pour moi, va décortiquer tout ça au fur et à mesure. Ordinateurs qui discutent entre eux, tomber en amour avec des androïdes, virtualité et nouveaux espaces, le 21e siècle est commencé. Et peut-être que Cyborg est en train de naître, c'est-à-dire un individu branché, fait de bits et d'atomes, de chair et d'électronique, de cerveau et d'intelligence artificielle. On vit une mutation aujourd'hui un peu comparable à celle du néolithique, c'est-à-dire une époque où, en quelques siècles, l'humanité a inventé l'agriculture, la ville, l'État et l'écriture, ce qui est un bouleversement absolument énorme, qui a transformé la condition humaine. Le fait que les gens tout d'un coup n'étaient plus nomades mais habitaient, étaient inscrits sur un territoire. Bon, ben aujourd'hui on vit un peu la même chose. On va vers une sorte de nouveau nomadisme qui n'est plus nécessairement un nomadisme physique, mais qui est en quelque sorte un nomadisme mental. Le grand public de demain, vous le percevez comment? Est-ce que c'est un individu ouvert sur le monde? Est-ce que c'est un individu branché, un homme gadget ou une femme gadget? Je dirais que la technologie change rapidement, mais les individus changent très lentement. Et votre question, finalement, soulève des problèmes d'ordre beaucoup plus psychologique, sociologique, tout ça, que des problèmes de technologie. Donc, ma réponse immédiate, ce serait de dire l'homme de demain va être semblable à l'homme d'aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui restera dans cette société de Molière, de Shakespeare? Qu'est-ce qui restera de Picasso et des artistes? Il n'y a pas de conflit. Vous pouvez être centré sur la technologie, essayer de construire la société de demain et en même temps savoir apprécier une belle pièce de musique. J'ai étudié la musique, par exemple, ou une belle peinture. Il n'y a aucun conflit de ce côté-là. La tendance avec ces technologies, c'est d'oublier le corps. C'est probablement une approche très masculine. En tant que femme, je pense qu'il est important que le corps ne soit pas mis de côté. Je ne crois pas qu'on va fusionner avec les ordinateurs en abandonnant notre corps pour devenir immortel. Dans mes travaux, je m'arrange donc pour que le corps joue un rôle important dans l'espace virtuel. Les gens sont très touchés par une expérience comme Osmose. Ils en ressortent bouche bée, mais calmes et sereins, très centrés sur eux-mêmes. Cela prouve que cette technologie peut servir à l'épanouissement des individus, qu'il ne faut pas y voir
que des aspects aliénants. Make us more alienated. À l'aube de la révolution qui s'amorce, d'une mutation des individus, on pourrait même dire, faut-il avoir peur de l'envahissement de ces nouvelles technologies? Faut-il, au contraire, être optimiste? Ce qui est sûr, c'est qu'on plonge dans l'inconnu. Moi, je pense que je suis très optimiste à moyen et long terme. Je suis pessimiste pour le court terme. Je pense que dans les 20 ans qui vont venir, il va y avoir une nécessité d'un changement radical de nos manières de penser, de notre manière d'envisager des concepts de base, comme celui du travail, comme celui de la valeur des choses, comme celui du rôle même de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait dans cette vie? Ces choses-là, il faudra qu'on y pense de façon complètement nouvelle et complètement adaptée à la situation nouvelle. Si on ne le fait pas, nous allons vers de grands malheurs. Si on le fait, nous allons vers une nouvelle période, un nouvel âge d'or, un nouvel Eldorado, parce que nous avons une technologie extrêmement puissante, capable de donner de l'éducation, de la culture à l'ensemble de la population de la planète pour des prix extrêmement compétitifs, puisque c'est le miracle du numérique. Nous avons aujourd'hui des technologies qui permettent de donner à manger à tout le monde. Donc la base est très saine. La base est très saine. L'éducation et du pain pour tout le monde, c'est possible aujourd'hui. The fact is that these technocrats Les technocrates et les inconditionnels des ordinateurs n'ont pas réfléchi à ce qui arrive, comme l'histoire le montre, avec l'introduction de toute nouvelle technologie. En général, il y a d'abord une amélioration de la qualité de vie, puisque la nouvelle technologie est plus performante. En général, le niveau de vie des individus s'améliore. Et les inventeurs et tous ceux qui ont accès aux ordinateurs et aux courriers électroniques profiteront donc de cette technologie. Mais qu'arrive-t-il à tous ceux qui ne sont pas assez instruits, qui n'arrivent pas à s'adapter? Ils ne sont pas branchés, et la nouvelle technologie ouvre le fossé entre les instruits et les autres. Et entre les riches et les pauvres, le fossé s'agrandit entre riches et pauvres. Je peux vous donner deux discours totalement antinomiques. Le premier, c'est effectivement regarder toutes les consoles de jeux. Vous voyez des gens complètement autistiques, jouant avec leurs machines, isolés, coupés des autres. Et donc, le processus de socialisation étant moins développé, les gens ne savent plus comment être ensemble. Il est vrai, encore une fois, que l'autre dimension, il faut la reconnaître aussi, c'est-à-dire le fait que maintenant, instantanément, on peut avoir accès à des diagnostics à distance, avoir accès à des modes de pensée, des manières de réfléchir qui en général étaient réservées à quelques-uns, et qu'on peut maintenant y accéder justement à cause des modes de communication beaucoup plus facilement. Je répète, ce qu'il nous faut, c'est à chaque instant, socialement, engendrer ce que j'appelle de la sagesse. C'est-à-dire suffisamment de réflexion pour que les uns et les autres, nous sachions, nous ayons d'abord les bases éducatives pour comprendre ce qui se passe. S'il faut trouver un père au cyberespace, c'est probablement Herbert Simon. Ce prix Nobel d'économie avait, il y a 40 ans déjà, écrit le premier document sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il se fait toujours l'apôtre de la connaissance. La seule question que peut se poser un scientifique est de savoir si, en fin de compte, dans l'ensemble, il est préférable pour l'espèce humaine d'en savoir plus ou d'arrêter toute recherche. Mais si on regarde l'histoire, je pense qu'on vit mieux aujourd'hui qu'au XVIe siècle. Alors peut-être que dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, la connaissance est une bonne chose. Puisque nous sommes tous déjà un peu cybernautes, pourquoi ne pas nous envoyer vos commentaires par Internet? Voici notre adresse.